Alors que les polémiques se multiplient autour de l'interception de ce fameux navire Madeleine en route vers Gaza, auquel se trouvaient d'ailleurs à bord Rima Hassan et Greta Thunberg, présentés comme une mission humanitaire, les questions juridiques se font plus techniques que jamais entre le droit maritime, le régime du blocus, les accords d'Oslo, les notions d'immunité parlementaire. Il devient urgent de faire la part des choses entre idéologie, désinformation et droit. Alors pour y voir plus clair, nous recevons ce matin en studio Sarah Chialom, avocate spécialisée en droit international. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on a besoin de vous pour y voir un petit peu plus clair. Alors on va commencer par cette dernière information. On l'a appris ce matin, Rima Hassan qui reste en détention pour 96 heures après son refus d'embarquer pour Paris. Elle a refusé donc de rentrer en France. De toute manière, cette opération était de communication, c'était presque assumé. Dans la mesure où elle refuse de monter d'elle-même dans cet avion, on passe sur une procédure judiciaire, ce qui explique son maintien en détention durant 96 heures, afin qu'elle soit présentée à un juge et que son expulsion soit ordonnée par une autorité judiciaire. Alors, on s'est posé la question et on a vu cet article d'ailleurs chez nos confrères de BFM TV disant que Israël avait violé finalement le droit international en interceptant cette flottille. Alors, est-ce que ce qu'a fait Tsahal hier est légal ? Comme vous l'avez très justement rappelé, le droit de la mer est un pan du droit qui est extrêmement complexe. À l'heure actuelle, il n'y a pas de certitude sur le lieu d'amarrement. Les seules données que nous avons est celle de l'équipage qui a affirmé avoir été arrêté à 31 nautiques marins. Pour autant, eux-mêmes faisaient état de problèmes de GPS, qu'il était brouillé. Donc en l'état, nous ne savons pas exactement, et c'est important, où ce bateau a été amarré. Il y a plusieurs normes qui s'appliquent. Il faut savoir que même si Israël n'a pas ratifié cette convention, c'est la convention de Montego Bay qui vient un peu préciser comment et à qui appartient la mer. Il faut savoir qu'en Méditerranée orientale, il y a énormément de pays et donc forcément leurs zones de souveraineté ou en tout cas les zones sur lesquelles ils ont des droits s'enchevêtrent, tant et si bien que des zones de haute mer, ce qu'on a pu entendre comme étant qualifié des eaux internationales, il n'en y a quasiment pas. Il y a une zone jusqu'à 24 nautiques marins où Israël a des pouvoirs de police. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle sa zone économique exclusive. Et dans cette zone-là, effectivement, ses pouvoirs de police sont extrêmement restreints. Mais contrairement à ce qu'on a pu entendre, une interception, un amarrement en haute mer n'est pas nécessairement illégal. Il existe des cas prévus, et notamment par la Convention de Montego Bay, une interception en haute mer peut être parfaitement licite, ou soit, et c'est notamment tout le débat, en cas de blocus. Ça, c'est un droit d'origine coutumière qui a été codifié. Il est tout à fait possible de procéder à un amarrement s'il y a des raisons suffisantes de croire qu'un navire compte bloquer, compte aller à l'encontre de blocus. Et d'ailleurs, certains ont dit, hier on a entendu d'ailleurs Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur Radio J, nous dire que le blocus était, à contrario, parfaitement légal. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs ? Alors c'est ce manuel du droit des conflits armés en mer, pour simplifier, qui prévoit effectivement des conditions dans lesquelles un blocus est licite. Et au regard notamment du rapport Palmer de 2011 qu'on a beaucoup cité, on peut valablement penser que ce blocus est licite. Il faut savoir que pour qu'un amarrement soit licite, il y a certaines conditions à respecter, c'est notamment prévenir et dans le cas d'un convoi humanitaire, il faut proposer notamment que cette aide humanitaire soit acheminée, ce qui a aussi été fait. Donc effectivement, il y a un débat sur la question de la licéité de ce blocus. On a de bonnes raisons de croire qu'il l'est et Israël a respecté la procédure qui découle du droit coutumier. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que les passagers parlent de navires humanitaires. L'un des membres de la flottille, toutefois, Thiago Avila, est accusé lui de lien avec le Hezbollah. Il a participé d'ailleurs aux funérailles de Hassan Nasrallah. Alors ce type de profil à bord justement du bateau, est-ce que ça modifie la nature de la mission dite humanitaire de base ? Et c'est ce qui permet peut-être aussi à Israël de changer ses plans et d'intercepter ce navire. Vous avez tout à fait raison et il est assez étonnant que la nature humanitaire de ce convoi n'ait pas été plus remise en question.
parce qu'il s'agit d'une toute petite flottille. On se doute avec très peu de denrées alimentaires. Et au regard de ce membre de l'équipage, et ce sont les révélations notamment du Télégraphe, qu'une personne proche du Hamas est derrière ces opérations, on peut effectivement valablement se poser des questions sur les véritables motivations de ce qu'on voit. Et nécessairement, si la qualification entre guillemets de convoi humanitaire venait à être remise en question, ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Alors, pour terminer sur la flottille, puis après on va parler d'une autre affaire justement concernant des franco-israéliens. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a demandé la protection consulaire pour les passagers. Alors, est-ce qu'une immunité parlementaire peut réellement les protéger dans ce contexte, sachant qu'il ne l'a pas fait par exemple pour les otages franco-israéliens à Gaza? Alors, on a entendu beaucoup de choses fausses à ce sujet. Les députés européens bénéficient d'une immunité parlementaire, mais elle est limitée territorialement, c'est-à-dire qu'elle n'a vocation à s'appliquer premièrement que pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions et sur le territoire de l'Union européenne. À ce que je sache, cette flottille ne rentrait pas dans l'exercice de son mandat. Elle n'était pas sur le territoire de l'Union européenne. Donc cette immunité parlementaire n'a pas vocation à s'appliquer. Du reste, elle ne rentre pas dans les critères conventionnels des immunités diplomatiques, tant et si bien qu'ici, il n'en est pas question. Tout simplement. Merci en tout cas pour cet éclairage. Alors, le reste de l'actualité, Sarah, c'est le parquet national antiterroriste français qui vient d'ouvrir une information judiciaire visant plusieurs ressortissants franco-israéliens soupçonnés d'avoir participé au blocage de l'aide humanitaire vers Gaza entre janvier et mai 2024. Alors, on parle d'une plainte avec constitution de partie civile. C'est très complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça implique? Alors, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes victime d'infraction, de déposer ce qu'on appelle une plainte simple. C'est-à-dire que vous allez apporter à la connaissance du procureur, pas à l'intermédiaire des policiers bien souvent, des faits potentiellement répréhensibles. En cas d'inaction du parquet ou s'il vous notifie un refus d'enquêter, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile qui aura pour conséquence de saisir automatiquement le doyen des juges d'instruction qui sera un peu obligé de regarder votre affaire. Ensuite, il demandera son avis au parquet s'il estime que oui ou non, il y a des faits de nature à ce qu'on appelle informer, c'est-à-dire instruire, enquêter. Donc c'est une plainte, on va dire, qui a un statut procédural différent d'une plainte simple. Ouais. Alors, c'est quand même des faits graves qui sont reprochés, complicité de génocide notamment. Est-ce que la justice française peut réellement juger des faits qui se sont produits en Israël ou dans des territoires disputés? Il faut savoir que la France a une vision assez extensive de sa juridiction. Dans le cas qui nous intéresse, lorsque une personne de nationalité française est suspectée d'avoir commis des faits répréhensibles, y compris à l'étranger, la France aura compétence. Il en va de même si une personne française est victime de faits répréhensibles à l'étranger, la France sera aussi compétente. On n'est pas dans ce qu'on appelle un cas de compétence universelle. C'est par exemple cette compétence qui permet à la France de juger des personnes suspectées d'être impliquées dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Oui, il a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Exactement, c'est quelque chose de différent. Là, dans le cas qui nous intéresse, c'est purement, et je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'elles ont été visées, c'est simplement parce que ces personnes sont de nationalité française. Et alors, est-ce que ce sont des personnes justement qui sont accusées? Est-ce que ce sont des groupes? Ça aussi, c'était un petit peu flou parce qu'on a vu, alors on connaît l'association Israelis Forever de Nili Kupfer-Naouri, il y a aussi ce groupe Tsav 9. Est-ce que ce sont des organisations qui sont directement impliquées ou des personnes? En l'état et de ce qu'il est ressorti de la presse, notamment de l'article du Monde qui a médiatisé cette plainte, il semblerait que ce soit uniquement des personnes physiques. Je n'ai pas eu connaissance du dossier ni du réquisitoire introductif, mais il semblerait que ce soit uniquement 3 personnes ressortissantes françaises. Et de toute manière, la France n'aurait sans doute pas compétence sur ces associations qui, il me semble, sont de droit israélien. Mais au cas où, qu'est-ce que risquent ces personnalités? La complicité, le complice risque la même peine que l'auteur principal et donc dans le cas de génocide, c'est la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors peut-être une question justement pour conclure, Sarah, c'est une enquête aussi, donc cette enquête contre des ressortissants franco-israéliens qui intervient alors que des dizaines de conflits dans le monde ne font l'objet, il me semble, d'aucune poursuite judiciaire en France. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, en tant qu'avocate, de ce que vous observez d'un deux poids, deux mesures? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement dans plusieurs pays venant d'associations pro-palestiniennes qui est d'initier des plaintes à l'encontre de franco-israéliens. On l'a vu très récemment au Canada, on l'a vu, il me semble... Pour les soldats. Oui. Exactement. Donc, c'est un mouvement un peu général qui semble se faire. Le droit semble être un autre front de cette guerre. Et donc, tout naturellement, ce sont des prérogatives qui sont les leurs, que le droit français permet, qu'ils utilisent. Eh bien, merci beaucoup, Sarah Merci. Shalom, avocate spécialisée en droit international. Merci de nous avoir éclairé ce matin sur toutes ces questions. On espère, les amis, que vous y voyez un petit peu plus clair désormais. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Vous restez avec nous. On va vous donner une bonne nouvelle dans quelques instants. On va parler des Deep Seeking.